rouge. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir désormais. Parce que si au Bénin, on peut même critiquer ce qui a été fait jusque-là, mais au moins nous on a posé un pas. Au Niger, quel est le pas qu'on a posé? Je pense que non. Sinon, on crée même des situations, on crée des informations, sinon l'intoxication tout simplement pour dire que c'est à cause de telles raisons que nous n'ouvrons pas nos frontières. C'est ce qui est mauvais. Et malheureusement, il se trouve que parmi nous également au Bénin, il y a des gens qui se font appeler panafricanistes et qui encouragent cela. Et qui sont prêts, je dirais, entre griffes, à livrer leur pays, à vendre leur pays. Je pense qu'on peut être engagé pour n'importe quel système, tout ça là, mais n'oublions pas que nous sommes venus d'une origine. Si je vais détruire mon pays juste parce que je veux me faire un nom ou bien me faire payer par une institution ou un groupe, tout ça là, je pense que ça ne fait pas honneur à votre personne. Et ce courant que vous défendez là, je pense que c'est vous-même qui salissez ce courant-là, parce que ça n'inspire pas confiance, ça n'inspire pas une jeunesse qui va sur des mouvements du genre. Donc, une fois encore, c'est aux autorités des deux pays de se retrouver. Déjà que la CEDEAO s'est annoncée pour régler quand même la crise, il faut l'exploiter. Le président Soglo également s'est annoncé pour être médiateur. C'est des pistes sur lesquelles il faut agir également. Et vite agir. Parce que chaque jour que Dieu fait, les peines de ces populations à la base ne font qu'augmenter. Et on ne gagne pratiquement rien dans tout ça. Vous voyez, sinon nous perdons considérablement. Fidèle Vaudounon, on va revenir sur ces arguments que les autorités nigériennes affirment, exhibent pour maintenir leur position, c'est qu'il y a des bases militaires. Le peuple béninois, au-delà des questions que nous avons pu observer dans la vague du putsch nigérien, et qui relèvent de la souveraineté régionale, eh bien, n'aurait aucun intérêt quand même à s'en prendre au peuple nigérien. Sortez, allez à Bego, ils sont plein là. Avant-hier, c'est le Nigérien qui m'a ciré ma chaussure. Puisque vous parlez de sources... Ils sont en train de passer dans nos ventes, dans nos maisons pour acheter les ferrailles tous les jours. De la même façon, nous avons des parents qui maçons, qui ferrailleurs, qui travaillent au Niger aujourd'hui. Donc, c'est vide. C'est tellement vide que c'est révoltant que quelques individus, du fait de leur intérêt, parce qu'ils ne trouvaient donc plus certainement leur intérêt avec les dirigeants qui étaient au pouvoir, et qui, je ne dis pas, sont des exemples, mais qui sont quand même là sur la base des lois que nous nous sommes données et ont ouvert et doivent pouvoir ouvrir des possibilités pour eux autres même de s'exercer à la chose, si ils sont pour autant intéressés par la chose politique. Donc c'est tout à fait grave. Ça me rappelle un peu, je pense, c'est le président Martin Kofi Nango, président de l'Assemblée nationale, qui disait, s'il y a des fonctionnaires parlementaires qui ont envie de devenir députés et de faire du syndicalisme parlementaire en se revêtant justement donc de touches de députés, il faut qu'ils se retrouvent dans les partis politiques et qu'ils aillent aux élections. Donc c'est ça qui a échappé justement à la junte militaire. Et aujourd'hui, comme ils n'ont rien prévu, ils sont sur place et pensent que c'est en s'en prenant au Bénin qu'ils vont s'en sortir. Non. Bonjour et bienvenue à nouveau dans Que dit la presse. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la deuxième partie de votre émission avec deux invités en studio ce matin. Fidèle Vaudounon, bonjour. Bonjour cher ami Edouard, bonjour à tous les amis internautes. Fidèle de Crystal News. Vous êtes le directeur de publication du journal L'Express et avec vous dans ce débat, nous avons déjà Charles Renvaux de la radio scolaire et éducative. Charles Renvaux, bonjour. Bonjour à vous Edouard, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et nous allons préférer rester avec vous pour démarrer avec cette information sur le site de 24 heures au Bénin. Nous pouvons retrouver la même information à la une du journal Nord-Sud quotidien, mais on va sur le site de 24 heures au Bénin pour donner des précisions sur l'information. Il s'agit des voyageurs de diverses nationalités bloqués à Malanville en ce qui concerne la crise entre le Bénin et le Niger. Qu'est-ce que le journal dit à propos? Des milliers de voyageurs en partance pour le Niger sont bloqués à Malanville depuis l'interdiction de la traversée du fleuve par les autorités béninoises. Il n'est plus possible de se rendre à Niamey en traversant le fleuve Niger depuis le 22 mai 2024. Le Bénin a interdit la traversée du fleuve Niger. Un dispositif sécuritaire est mis en place et les éléments de la police républicaine veillent à l'application de cette décision.
des voyageurs nigériens, sénégalais et autres nationalités ayant l'habitude de prendre le bateau pour aller au Niger sont donc bloqués à Malanville. Les conditions de vie des conducteurs de bus adultes et enfants se dégradent chaque jour, un peu plus selon les informations. Une autre précision, une dernière précision que le journal apporte, la frontière terrestre du côté du Bénin est ouverte depuis la levée des sanctions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, prononcées à l'encontre des autorités militaires à Niamey suite au coup d'État du juillet 2023. Du côté du Niger, la frontière reste fermée jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est un rappel que le journal nous fait. Et l'actualité, c'est cela, Charles Ronvor, c'est que ceux qui doivent aller à Niamey sont bloqués à Malanville. Le journal n'a pas cité les Béninois, mais les Béninois en font partie également. Et forcément, il doit y avoir des Béninois, des Nigériens, des Sénégalais, le site l'a cité. Et vous voyez que voilà l'une des conséquences de cette décision-là, à savoir l'une des conséquences de cette crise-là entre les deux pays, le Niger et le Bénin, bien entendu. Et vous savez que ça ne fait pas honneur, ça ne fait pas plaisir, parce que ce sont des milliers de voyageurs, des parents, des enfants, des femmes, plusieurs personnes quand même qui sont bloquées par cette situation-là. Et je pense que ça ne fait pas plaisir à qui que ce soit, ça ne fait pas honneur à qui que ce soit. Malheureusement, c'est une crise qui est en train de nous amener là. C'est une crise qui, lorsque vous suivez un peu les choses, risque de durer encore. Mais voilà déjà l'une des conséquences que cet organe-là nous relate ce matin. Et je trouve qu'il y a nécessité que, effectivement, les deux dirigeants trouvent quand même le temps du dialogue pour finir avec ça. Mais il faut reconnaître que du côté du Niger, c'est à ce niveau-là quand même qu'on note que les réactions sont toujours tendues. On n'est pas disposé à faire des concessions, on n'est pas disposé à finir avec la crise tout simplement. C'est à croire que le Bénin, le Niger avaient des problèmes avant que les autorités nigériennes ne prennent le pouvoir, alors que en réalité on n'avait aucun problème. Et donc on a surfé sur la décision de la CEDEAO pour prendre une position tendue contre le Bénin. Je pense que ça laisse un peu à désirer. Et malheureusement également, les tentatives de règlement, sinon parfois du côté du Bénin également, parce que le chef de l'État a eu à poser des actes qui quand même prouvent que nous sommes disposés au dialogue, nous sommes disposés à ce que cette crise-là prenne fin. Mais du côté du Niger, on ne voit aucune ligne bouger. Et c'est ça qui inquiète en réalité. Malheureusement, c'est la population à la base qui subit. Ce ne sont pas les autorités au haut niveau qui subissent là. Vous allez à la frontière là maintenant, ce ne sont pas les ministres que vous allez voir, ce ne sont pas les députés que vous allez voir, c'est les populations qui sont dans leur activité de gagne-pain qui sont bloquées à ce niveau-là. Mais est-ce que on devient chef de l'État pour faire souffrir sa population? Je pense que ce n'est pas bien. Il faut réfléchir à ces petits voyageurs, sinon à ce bas peuple-là qui souffre déjà par rapport à cette crise-là. Je pense que c'est quand on se met dans la position de ces personnes-là qu'on pourra vite trouver une solution à ça. Mais lorsqu'on se met dans une posture de quelqu'un qui veut être jusqu'au boutiste, quelqu'un qui veut peut-être rendre un coup à l'autre, eh bien, on va périr des gens, on va faire souffrir des gens. C'est ça qui est dommage dans cette affaire-là. Fidèle Vaudounon, on sait, le Niger qui en griffe sans tête, et puis le Bénin aussi qui revient, on peut dire, en interdisant la traversée du fleuve Niger, empêchant les gens ainsi de se rendre à Niamey. Est-ce que c'est une réponse qu'il fallait? Si cher ami Edouard, je ne sais pas si c'est véritablement d'une réponse qu'il s'agit ou qu'il s'agit quand même d'une décision régalienne de l'État béninois en matière de sécurité des personnes et des biens, parce que vous parlez de la traversée du fleuve Niger qui n'a jamais été véritablement un circuit de transport officiel, ça vous voyez. Sinon, on n'aurait quand même pas parlé de trafic de produits vivriers par ce fleuve-là. Moi, je voudrais qu'on regarde un peu derrière. Je voudrais déjà surfer sur la chute de mon ami Charles, qui parle quand même de cette souffrance qu'on inflige aux populations. J'étais en train de lire un article sur le site de Le Devoir pour étayer, en fait, son analyse qui dit que le phénomène de gouvernance antidémocratique divise la CEDEAO, compromet la légitimité du bloc économique et réduit ses chances de réussite à long terme. Donc, ce serait un peu trop réducteur de ne voir la chose qu'à l'aune d'une guéguerre entre le Niger
et le Bénin. C'est toute la sous-région qui en pâtit véritablement. Mais si nous revenons en arrière, comme je le disais tout à l'heure, nous nous rendons compte que la première personne à avoir fermé ses frontières, c'est quand même le Niger. Et ça, nous ne le disons pas assez. C'est les militaires, après avoir justement déposé le président Tiani, qui ont justement fermé les frontières. Pas que terrestres. Est-ce que vous voyez? Et attendent maintenant de rouvrir avec ceux qu'ils estiment être favorables justement à leur nouvelle autorité établie. Parce qu'ils se sont sentis menacés. C'est tout à fait normal. Vous voyez, au Mali, ils étaient obligés donc de traficoter la constitution à leur guise, pour interdire, pour aujourd'hui porter des actes attentatoires justement à leur gouvernance, passible même de mort pratiquement. Donc vous voyez, tout système travaille à sa sauvegarde, à sa survie. Et il se fait que ce système-là, aujourd'hui au Niger, n'a pas de nom. Et s'il y avait un nom, ça s'appelle putsch. Eh bien, quand ça s'appelle putsch, ça ne s'assied sur absolument rien. La seule chose et la plus changeante sur laquelle un tel pouvoir s'asseoir, c'est la force. Et la force n'a jamais rien réglé. Donc, voilà en réalité le nœud de la question. Alors, quand vous avez fermé, alors même qu'on n'avait aucun problème, mais vous vouliez protéger un pouvoir que vous savez a priori antidémocratique, contre-productif, parce que forcément, il y aurait des levées de boucliers de part et d'autres, eh bien, ce n'est pas à vous aujourd'hui d'en vouloir à une organisation à laquelle vous avez toujours appartenu, eh bien, de venir aujourd'hui dire que bon voilà, ils ne sont plus crédibles, ils ne sont plus représentatifs, et vous en prendre à un voisin historique, un voisin naturel, à vous en prendre, j'allais dire même à un peuple, à des peuples qui ont des relations séculaires de vieille date. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Alors, la situation a évolué. La situation a évolué. La CEDEAO a pris ses positions. Le Bénin s'est aligné, donc justement derrière la décision de la CEDEAO, ce qui n'aurait pu être autrement si nous sommes sérieux. Eh bien, c'est ce qui s'est fait. Eh bien donc, après ça, la situation s'est améliorée. La situation a évolué et il a été question maintenant, eh bien, de ramener la balle à terre. Le Bénin a fait le nécessaire. Et c'est le Niger qui, pour des raisons tout aussi ridicules que fallacieuses, eh bien, tient une position aujourd'hui pour dire voilà, il y a des je ne sais pas qui, à la frontière bénino-nigérienne, il y a des, comme dirait l'autre, bon, je ne voudrais vraiment pas revenir sur son affaire parce qu'il n'en fait pas le poids, selon moi, qu'il y aurait des légionnaires noirs au Bénin prêts à donc être déployés au Niger pour combattre, eh bien, le pouvoir nigérien. C'est vraiment dommage tout cela. Et donc moi j'estime pour ma part que le Bénin, en interdisant le trafic sur ce fleuve-là, est d'abord en train de régler premièrement un problème de sécurité des personnes et des biens, parce que je ne sais pas, j'avoue, je ne suis pas allé sur le fleuve Niger. Si mon ami Fégil Arwansé était ici, je crois qu'il a eu à faire le voyage, il nous dirait ce qu'il en est. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait un système d'embarcadère, de débarcadère moderne, normal, eh bien, sur ce fleuve-là. Ça s'est présenté comme une solution de rechange face justement à l'entêtement donc des dirigeants nigériens, eh bien, à répondre cette fois-ci à la main tendue du Bénin en ouvrant ou en rouvrant les frontières. Et dans ces conditions, vous n'allez pas dénier à l'État béninois, qui a tout au moins la responsabilité de la sécurité des siens, de ses citoyens, eh bien, de mettre un terme à tous ces trafics, au-delà du trafic de transport fluvial des personnes. Il y a quand même des trafics qui se font sur ce fleuve et pour lesquels nous avons souffert, nous continuons de souffrir au Bénin par rapport aux vivriers en l'occurrence. Et il a fallu à un moment donné que l'État béninois prenne donc ses responsabilités. Et je pense que si ça s'est fait, c'est en connaissance de cause. Il appartiendra à l'État nigérien d'en prendre acte et d'en prendre donc la juste mesure, et à la CEDEAO qui, je l'ai appris hier aujourd'hui, prend déjà des dispositions pour voir comment juguler la crise. C'est une mission pratiquement impossible selon moi, parce que voilà une organisation qui est déjà vouée à hégémonie par le pouvoir militaire en place au Niger. Alors est-ce qu'ils seront des interlocuteurs valables? Est-ce qu'ils seront des intermédiaires crédibles? La question restera donc toujours posée. Et comme vous l'aurez dit tout à l'heure, ceux qui en souffrent, c'est malheureusement nos peuples. Et je vous le dis, il ne s'agit pas que du peuple béninois et du peuple nigérien, c'est toutes les populations
de la sous-région. Le Nigeria n'est pas épargné, le Togo non plus, même si aujourd'hui on se plaît à dire que voilà, le Togo est en train de tirer son épingle du jeu parce qu'ayant ouvert la frontière de son côté, parce qu'ayant ouvert le port de son côté, ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable. Il y a des choses dans la géopolitique sous-régionale qui relèvent du naturel. Et donc, ces profito-situationnistes, comme dirait l'autre, eh bien, ne prospèrent jamais. Ne prospèrent que sur le terrain de préserver un pouvoir en essayant justement de profiter d'une situation. Mais quand on profite, ce n'est jamais durable. On va revenir sur ces précisions, mais une autre question qui reste toujours posée, Charles Renvaux, c'est celle que je venais de poser à Fidèle Vaudounon. En raison de la situation actuelle qui reste toujours tendue, est-ce que c'est quand même le choix qu'il fallait en interdisant le passage par le fleuve Niger? Vous parlez là du Bénin. Oui. Oui, vous savez, lorsqu'il y a entre deux personnes, le moins qu'on puisse demander, c'est d'aller vite au dialogue. Parce que lorsque vous laissez la crise perdurer, vous finissez toujours par le dialogue. Mais si c'est comme ça, pourquoi ne pas s'entendre si tôt? C'est vrai qu'il y a une décision. Je disais tantôt que les autorités militaires nigériennes se comportent tout comme si entre le Bénin et le Niger, il y avait un problème. Il y a eu putsch aux militaires et la CEDEAO, et dont le Niger fait partie, la CEDEAO a pris une décision pour dire on leur ferme les frontières. Alors, il se pose la question de savoir est-ce que c'est pour la première fois que la CEDEAO a pris une telle décision? Je pense que c'est non. La deuxième question, est-ce qu'il y a dans les prérogatives de la CEDEAO de punir un pays dont les fils sont venus au pouvoir par les armes de cette manière-là? Je pense que la réponse c'est oui. Alors, ça revient juste à dire dans les prérogatives de la CEDEAO. Est-ce que comme ça on peut punir un pays parce que les gens ont pris des armes pour venir? Je pense que c'est oui. C'est parce qu'il y en a, c'est inscrit dans leur disposition qu'ils ont puni le Niger comme ça. Vous voyez? Alors, non. Sinon, sur cette question, en attendant d'avoir beaucoup plus de précisions, semble-t-il qu'il y a vraiment pas des dispositions de la CEDEAO qui permettent ces genres de sanctions? Pourquoi vous voulez, si vous permettez, Charles, c'est quoi vous voulez qu'il y ait des dispositions pour dire vous pouvez aller au désordre, ce qui n'est pas bon. Il n'y a pas de nom pour appeler ce qui n'est pas bon. Si déjà le Niger a opté pour un régime démocratique, aller au pouvoir avec les armes, c'est déjà puni. Voyez, ça, parce que ça ne respecte plus les dispositions démocratiques. Voyez, on s'entend sur ça. Maintenant, c'est dire que si au Bénin aujourd'hui, quelqu'un prend le pouvoir par les armes, la réaction de la CEDEAO sera presque la même chose. Voilà. Et donc, la CEDEAO pourrait demander également au Niger et à d'autres pays limitrophes de fermer ses frontières par rapport au Bénin pour l'obliger, en tout cas obliger ce Béninois-là, ces militaires-là qui ont pris le pouvoir par les armes. Cela revient à dire que on n'avait aucun problème. On a juste respecté une décision de la CEDEAO qui se trouve être une organisation sous-régionale. Voyez, maintenant, semble-t-il que le Bénin était plus radical que tous les autres, comme s'il y avait un problème personnel avec les putschistes. Qu'est-ce qui prouve que le Bénin a été radical? Est-ce que le Bénin a fermé très tôt ses frontières avant que la CEDEAO ne prenne la décision? Est-ce que lorsque la CEDEAO a levé ses sanctions, le Bénin ne s'est pas exécuté? Voilà des questions que je me pose. Si on n'en a pas connu, ça veut dire que les putschistes au pouvoir, c'est à croire qu'ils ont un problème personnel avec le chef de l'État béninois. Donc, s'ils ont un problème personnel, je pense que ça ne devrait pas aller, ça ne devrait pas toucher les deux pays. C'est ce qui est malheureusement, c'est ce qui a déploré en fait. Maintenant, revenons à votre question. Oui. Vous disiez tout à l'heure que, oui, rappelez-moi. Est-ce que c'est normal, en raison de la situation qui est tendue aujourd'hui, c'est normal d'interdire aux passagers de prendre part le fleuve Niger? Lorsque vous avez une situation avec quelqu'un, avec votre vis-à-vis, et vous posez les actes de manière à ce qu'on puisse aller à la fin de la crise, et l'homme, en tout cas celui avec qui vous avez affaire, lui reste tendu, lui reste fermé totalement. Mais je pense que vous posez également des actes pour l'amener à revenir sur sa position. Juste lui prouver que, en réalité, c'est pas parce que je cède à tout, c'est pas parce que je suis disposé au dialogue que je suis bête. Arrêtez, c'est pas que le Bénin est bête. Et donc, c'est une manière également de forcer la main à ces autorités-là pour qu'on aille à la table de négociation, pour qu'on aille au dialogue. Vous voyez? Parce qu'une fois encore, je le disais, ces autorités qui sont au pouvoir au Niger et au Bénin, ce ne sont pas elles qui vivent les conséquences directes de ces actes-là. Ce sont les populations à la base. Vous imaginez des chauffeurs.
minibus ou bien les conducteurs de camions, pendant des semaines déjà, des jours déjà, vous pouvez imaginer ce qu'ils vivent dans leur famille actuellement. Mais c'est préoccupant. Déjà que nous vivons la cherté de la vie et que ça, une situation pareille vient s'ajouter à ce que nous vivons déjà, ça devient compliqué. Voyez, donc dans cette condition, le Bénin a posé un acte. C'est vrai, d'aucuns peuvent penser que on est allé très vite, mais quand vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas démordre, parce que vous ne pouvez pas me trouver un seul exemple aujourd'hui où le Niger a fait un pas vers la négociation. Tout ce que le Bénin a pu tenter jusqu'à présent, c'est resté bloqué. C'est-à-dire que ça n'a pas évolué au niveau de ces autorités-là. Mais quand c'est comme ça, parfois chez nous on dit, vous créez également le scandale pour vous faire entendre. Lorsque vous créez le scandale, peut-être une troisième personne viendra pour vous départager. Et je pense que c'est dans cette logique-là que s'est inscrit le chef de l'État béninois, en bloquant. Parce que, il faut le reconnaître, vous pensez que nous hébergeons des... Je ne veux même pas parler de bases militaires. Parce qu'ils sont conscients de ce qu'il n'y a rien de cela. Maintenant, si vous soupçonnez de cela, mais vous continuez de bénéficier de nos territoires, sinon vous circulez quand même sur notre territoire. Ah, mais c'est tout comme si nous sommes bêtes. Mais de l'autre côté également, ce qu'il faut craindre, ceux qui sont au pouvoir là-bas, on va non plus chasser les ressortissants du Niger. C'est des militaires également. Qu'est-ce qui prouve que chez nous également là, on ne peut pas craindre pour notre sécurité? C'est des militaires qui sont au pouvoir là-bas également. Mais si on ouvre tout, si on laisse tout, comme eux ils le souhaitent là, et qu'ils viennent peut-être, ils infiltrent par exemple notre système, ils infiltrent notre pays pour nous créer des dommages, qui va répondre de cela? Donc je pense que même si la décision, on peut critiquer la manière, c'est quand même une décision responsable. Parce qu'au-delà de tout, le Bénin reste un État. Le Bénin n'est pas, une préfecture du Niger. Non, et mieux, si vous le permettez, mais c'est parce qu'il y a les armes que le chef de l'État, Patrice Talon, parle avec Tiani aujourd'hui en termes de chef de l'État. Sinon, de façon constitutionnelle, il n'est pas chef de l'État. Vous m'excusez. C'est parce qu'il y a les armes. C'est parce qu'il y a les armes qu'aujourd'hui on parle de chef de l'État. Sinon, s'il n'y a pas les armes, il ne peut pas aller au pouvoir. Au Bénin, Patrice Talon est au Péchois, au palais de la Marina, en passant par les urnes. Ce sont les Béninois qui ont voté pour lui. Voyez. Mais de l'autre côté, on est venu au pouvoir par les armes. Donc, c'est deux choses différentes. C'est parce qu'on est obligé de le faire avec que ça se passe comme ça. Sinon, en temps normal, les deux ne peuvent pas parler en termes de chef de l'État. Parce que de façon constitutionnelle, Tiani n'est pas reconnu chef de l'État. Voilà. Même s'il faut parler de la sécurité du Bénin, de la sécurité des voyageurs également, mais déjà qu'on a permis aux forces de sécurité de se rendre sur le terrain et de veiller au grain, mais quand même ces forces de sécurité, un autre moyen qu'on pourrait choisir, c'est qu'ils sécurisent le passage de ces personnes-là. Vous voyez que je souris parce que ça me rappelle notre débat dans ce studio il y a 1 ou 2 semaines. Derrière où vous parlez justement des forces de l'ordre qui, une fois sur le terrain, parce qu'ils flairaient le pire, eh bien, devraient plutôt venir faire de la sécurité plutôt que d'interdire une manifestation. C'est des situations qui ne peuvent pas être opérantes du moins. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas opérantes dans la mesure où les actions de sécurité sont pas comme ce que nous disons ici. Hein. Les professionnels savent comment ils s'organisent. Pour aller faire une action de sécurité, je pense que ça doit pouvoir être bien planifié et détailler les approches et détailler la mise en œuvre et même pouvoir évaluer l'impact donc de ces actions-là. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez, le droit international a ses règles. Au-delà des réciprocités que vous connaissez, que nous connaissons tous, il y a que le Bénin, comme disait Charles tout à l'heure, reste un État sérieux tout de même, qui a prouvé ces 8 dernières années, eh bien, tout le sérieux qu'on pourrait accorder à un État en termes de respectable. Il n'y avait pas de sérieux, c'est ça. Et donc, on ne peut pas, après avoir accordé ce que moi j'estime être un délai de grâce aux autorités militaires nigériennes, en fermant les yeux. Ce n'est pas comme si l'autorité avait disparu. En fermant les yeux sur toutes les sortes de trafic qui se faisaient à travers donc, ce fleuve-là, eh bien, ce n'est pas comme si l'autorité n'existait plus au Bénin. Non, je pense que ça devrait pouvoir être considéré comme un délai de grâce. Mais on n'a pas fini d'évaluer justement cette flexibilité des dirigeants béninois, que déjà le Niger montre encore des muscles sur d'autres fronts, à travers le Togo, en interdisant les camions d'immatriculation béninoise de faire du transport de marchandises vers donc
le Niger. Il y a eu de ces querelles, de ces enfantillages à la limite qui créaient carrément de nouvelles dispositions dans les relations internationales en marge carrément du droit international. Et vous voulez que le Bénin, qui venait ainsi d'être accusé officiellement d'abriter des bases militaires françaises, ce qui, de loin, ne devrait même pas être objet de tant de quiproquos, parce que les relations militaires et les relations naturelles, je dirais même entre le Bénin et le Niger, ne datent pas d'aujourd'hui. Et je pense que la moindre des choses, quand vous êtes en faiblesse, c'est même de solliciter de la part et donc d'une puissance de bien rester à côté de vous pour dissuader vos éventuels ennemis. On pourrait faire le débat sur le panafricanisme, sur l'impérialisme français et tout le reste après. Mais voilà, déjà sur le principe justement de l'autodétermination d'un État, cela reste une option tout de même ouverte. Mais cela dit, il y a les autres pays limitrophes qui pouvaient vous aider à vous sécuriser. Je voulais parler de puissance militaire. La puissance militaire, ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas en termes de voisinage, c'est en termes de puissance véritablement militaire, de l'arsenal militaire que vous avez et de toute la stratégie géopolitique et militaire que vous avez pour pouvoir... On peut revenir sur ça pour élucider cette question-là, mais allez-y. Et donc, le Bénin qui venait ainsi d'être accusé à tort d'abriter des bases militaires ne pouvait quand même pas continuer par fermer les yeux sur toute cette sorte de trafic qui s'opérait sur le fleuve Niger et qui, du jour au lendemain, pourrait donc nous revenir à la figure avec les déclarations de nos fameux panafricanistes d'une nouvelle génération, eh bien, pour dire que voilà, on a pu envoyer les légionnaires de peau noire par le fleuve Niger pour aller attaquer les putschistes nigériens, par exemple. Alors, il faut, au-delà de notre propre sécurité, au-delà de la sécurité des personnes, parce qu'on ne sait pas les conditions dans lesquelles le transport des gens, enfin des hommes, se fait sur ce fleuve-là, il y a quand même des options stratégiques qui doivent permettre au Bénin de mettre toutes les chances de ton côté au cas où de nouvelles accusations, eh bien, nous tomberaient dessus. Donc c'est aussi banal, aussi simple que ça. Et quand nous faisons le débat sur la question de la fermeture des frontières, moi, c'est un débat qui me chagrine un peu, parce qu'on met tout sur la tête de Patrice Talon, on met tout sur la tête des autorités béninoises, un peu comme si c'est nous qui avons fait un putsch ici et avons fermé premièrement, eh bien, la frontière. Non, c'est eux qui ont fait leur putsch. Et ils ont eu leur raison. Ils ont fermé la frontière. Il n'y a aucune raison à l'exercice de la violence. L'exercice de la violence, de la force, n'a jamais été prouvé nulle part. Je ne sais pas dans quelle école on enseigne ça. Non, parce que vous parlez de putsch, ils ont la raison de leur putsch. C'est bien ça. Alors, quand on l'a fait ainsi, et qu'on se rend compte qu'on n'avait rien prévu, et qu'on est dans le saupoudrage, on est dans l'improvisation tous les jours, au mépris de la souffrance et des populations, eh bien, il faut à un moment donné, eh bien, baisser la garde et savoir négocier. Et la négociation d'État, ce n'est pas la négociation militaire, c'est aussi ça le problème. Et j'ai comme l'impression que nous sommes face à un pouvoir nigérien qui apparemment se retrouve dans le creux de la vague et puis il ne sait plus trop à quoi s'en tenir, et donc les décisions sont prises de ça et là dans une forme d'auto-victimisation, de crainte, je dirais même à la limite de paranoïa. Voilà, ils viennent par là. Voilà, ils viennent par là, ils vont nous attaquer. Exactement comme eux-mêmes, ils ont eu à le faire. Il ne reste, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, qu'ils puissent mettre les dispositions dans la Constitution, comme c'est déjà le cas au Mali, pour mettre les verrous pour que plus jamais personne ne s'essaye à un coup d'État dans le pays. Parce qu'il a été maintenant prouvé que les moyens qu'utilisent les gens pour accéder au pouvoir, les moyens tordus pour la plupart, eh bien, ils font tout pour remettre ces moyens-là en cause afin que plus personne n'essaye ce qu'eux ils ont essayé pour être au pouvoir. Et c'est le cas de ces putschistes-là, et c'est bien dommage qu'ils infligent cette souffrance. Parce que ce que nous ne voyons pas, vous et moi, c'est cette souffrance des peuples nigériens. Mais la communication militaire, la propagande militaire, eh bien, ne nous permet que de voir des populations qui soutiennent la junte militaire au pouvoir, des populations qui dénient au Bénin le droit de se défendre ou bien de protéger aussi quand même ces populations, oubliant que aussi bien au Niger qu'au Bénin vivent les deux peuples de façon apaisée, sans aucun souci, sans même maîtriser de quoi il s'agit réellement entre le Bénin et le Niger.
Et je pense que ceux qui ont aujourd'hui les cartes en main, entre guillemets, c'est encore une fois de plus les autorités nigériennes qui doivent pouvoir arrêter de se faire peur et permettre donc au peuple qu'ils prétendent, que ces militaires prétendent donc justement défendre, et bien de souffler un peu en facilitant les échanges de marchandises, en facilitant bien la bonne circulation des personnes, la libre circulation des personnes et des biens. Autrement, comme diraient vulgairement nos amis ivoiriens, ça frise la sorcellerie. Autre chose que nous ne voyons pas et que je voudrais que nous nous focalisions dessus, c'est, Charles Ronvo, la souffrance également des Béninois qui ont leurs affaires au Niger, en tout cas leur petit job, leur petit commerce au Niger, et autres voyageurs dont les journaux nous parlent ce matin. Mais curieusement, j'ai l'impression que tous dans ce studio, vous ne faites que tirer sur les autorités nigériennes. Oui. Non, mais vous savez, ce sont les autorités qui entretiennent cette crise-là. Si il doit y avoir des gels, même ce matin, les militaires au pouvoir, ils ont tout le pouvoir pour le faire. Il suffit juste de dialogue avec les autorités béninoises. Et puis c'est terminé. On s'entend sur un minimum et la vie continue. Il n'y a que ça. Et une fois encore, ces autorités-là ne vivent pas le calvaire de la population. Je connais un monsieur qui conduit les gros camions là, mais ça fait déjà des jours qu'il est à la maison. Parce que le véhicule est bloqué quelque part. Il ne peut pas aller. Il ne peut pas faire demi-tour également. Parce que c'est déjà chargé et c'est pour une destination bien reconnue. Vous voyez, dans ces conditions, il faut imaginer les produits qui sont à l'intérieur, qui vont rester là et pourris. Le marchand qui a payé, comment il a pu avoir l'argent pour payer? Il faut se demander, il faut se poser des questions. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est allé consentir un prêt dans une institution financière. Comment il va rembourser? C'est des questions qu'il faut se poser. Le chauffeur, sinon le conducteur qui est à la maison, comment il va nourrir sa femme? Comment il va nourrir ses enfants, sa famille, tout simplement? C'est des questions, c'est des problèmes auxquels il faut réfléchir. C'est en cela que je trouve que, loin de ces autorités-là, les conséquences de cet acte-là, c'est d'abord les populations à la base. Vous voyez, des gens qui ont des difficultés à assumer les charges personnelles. C'est de cela qu'il s'agit. Et maintenant, d'autres conséquences peut-être là, les gens vont oser peut-être à franchir les barrières, oser à trouver des voies de contournement au risque de leur vie. Parce qu'il s'agit du fleuve. Il s'agit bien entendu du fleuve. Mais c'est avec tous les risques qu'il faut. Parce qu'en s'engageant comme ça dans un voyage fluvial comme ça, avec des moyens de bord, des moyens de voyage sans commodité, eh bien c'est votre vie que vous mettez en danger, juste parce qu'on veut manger. Donc, je trouve que à ces commerçants, à ces populations, tout simplement, il faut avoir un regard à tout. Parce qu'il y a des gens qui se sont installés uniquement au niveau de ces frontières-là et qui ne vivent que des allers-retours, du passage de ci, de cela. Des gens qui ne sont là que pour vendre un peu quelque chose, pour trouver à manger. Mais mieux, il se pose également un problème de santé. Vous imaginez des gens qui sont entassés là depuis, des gens qui passent tout le temps. Et vous voyez un peu ce que représentent les moustiques aujourd'hui. Pourraient avoir donc le problème de santé. Des gens qui peuvent même développer des caprices, qui peuvent même développer des comportements peu recommandables. Parce que la situation le permet. Vous voyez, et ça va multiplier des maladies, ça va multiplier des parasites, tout ça là. Donc je pense que c'est un problème crucial auquel il faut réfléchir. Il ne faut pas laisser ça trop durer. Parce que, une fois encore, c'est du côté du Niger qu'on trouve que les gens, aucune ligne ne bouge. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir désormais. Parce que si au Bénin, on peut même critiquer ce qui a été fait jusque-là, mais au moins nous on a posé un pas. Au Niger, quel est le pas qu'on a posé? Je pense que non. Sinon, on crée même des situations, on crée des informations, sinon l'intoxication tout simplement, pour dire que c'est à cause de telles raisons que nous n'ouvrons pas nos frontières. C'est ce qui est mauvais. Et malheureusement, il se trouve que parmi nous également au Bénin, il y a des gens qui se font appeler panafricanistes et qui encouragent cela. Et qui sont prêts, je dirais, entre griffes, à livrer leur pays, à vendre leur pays. Je pense qu'on peut être engagé pour n'importe quel système, tout ça là, mais n'oublions pas que nous sommes venus d'une origine. Si je vais détruire mon pays juste parce que je veux me faire un nom ou bien me faire payer par une institution ou un groupe, tout ça là, je pense que ça ne fait pas honneur à votre personne. Et ce courant que vous défendez là, je pense que c'est vous-même qui avez laissé ce courant-là. Parce que ça n'inspire pas confiance, ça n'inspire pas une jeunesse qui va sur des mouvements du genre. Donc, une fois encore, c'est aux autorités des deux pays de se retrouver. Déjà que la CEDEAO s'est annoncée pour régler quand même la crise,
il faut l'exploiter. Le président Soglo également s'est annoncé pour être médiateur. C'est des pistes sur lesquelles il faut agir également. Et vite agir. Parce que chaque jour que Dieu fait, les peines de ces populations à la base ne font qu'augmenter. Et on ne gagne pratiquement rien dans tout ça. Vous voyez, sinon nous perdons considérablement. Fidèle Vaudounon, on va revenir sur ces arguments que les autorités nigériennes exhibent pour maintenir leur position. C'est qu'il y a des bases militaires françaises au Bénin. Peut-être une base, je n'en sais rien. Vous en parlez tout à l'heure. Est-ce que malgré toutes les informations, toutes les précisions qu'on a eues de ça et là, on peut affirmer ou croire qu'il n'y a pas cette base militaire au Bénin? Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, c'est au-delà des contingences géopolitiques ou géostratégiques, si on peut le dire ainsi. J'estime que la coopération entre le Bénin et la France, pour ce que cette coopération a pu être devant l'histoire, depuis des lustres, aurait pu servir de ferment à l'avènement d'une base militaire au Bénin, une base militaire française au Bénin. J'espère que je me fais bien comprendre. Oui, allez-y. Et que si la chose était réelle, moi personnellement, je l'aurais compris. Parce qu'aujourd'hui, on fait le débat à l'aune d'un panafricanisme arrangé. Je dis arrangé parce que quand on prend l'exemple du président Patrice Talon, il nous aura donné la preuve, bien des preuves de son panafricanisme, ne serait-ce qu'à travers la libre circulation des personnes et des biens, l'accès du Bénin à un certain nombre de pays africains et même du monde. Alors, de quel panafricanisme voudrait-on nous parler quand on est intéressé? Vous le savez, la notion élémentaire chez nous en journalisme, c'est que tout informateur est un manipulateur. Alors pourquoi on s'efforce de nous informer de ce qui serait? Pourquoi voudrait-on nous faire croire qu'on en sait plus que nous sur ce qui se passe sous notre toit que celui qui est à des kilomètres de nous et qui va prendre ses commissions pour venir justement faire ces constats bizarres? Justement. Alors j'estime que parce que les putschistes perçoivent les Français comme l'ennemi direct qui cherche à les abattre. Les vrais ennemis du Niger, ce sont les Nigériens. Et si nous laissons les intimidations à base des armes, et un jour ou l'autre, je suis sûr que c'est le peuple nigérien dans son autodétermination qui arrivera à bout justement de ces oppresseurs. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Parce que ce que moi, je vois là, ce que nous observons là, ce n'est qu'un changement de maître, entre guillemets. Ce n'est qu'un changement de maître. Au moins, dans l'autre cadre, on avait des éléments d'appréciation où on peut estimer que oui, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela. Mais aujourd'hui, vous êtes au courant de quoi? Les échanges entre la Russie et le Niger, qu'est-ce que vous en savez véritablement? Ils sont où les panafricains? Quand on nous parle on parle de cargos d'or qui traversent l'Atlantique, qui se retrouvent je ne sais pas où, par exemple, ils sont où les panafricains en ce moment-là? Donc, personnellement, moi, je ne suis pas contre l'autodétermination du peuple africain qu'on nous vend, mais il faut que cela se fasse véritablement dans une certaine dynamique, je vais dire, transparente. Transparente parce qu'aujourd'hui, eh bien, les ingrédients sont réunis pour nous donner la preuve que ceux-là sont venus justement prendre pour eux, comme on dit chez nous. Alors, je voudrais revenir sur la question que vous m'avez posée au départ pour dire que donc, si éventuellement, base militaire il y avait au Bénin, cela se comprendrait. Ce n'est que mon opinion à moi. Mais il se fait que ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Mieux, le journaliste français qui a fait son travail, et ça quand même, ça sort de l'ordinaire. C'est un Français qui a fait ce travail-là, qui mettait pratiquement à genoux l'armée française par rapport à sa présence en Afrique. Mais au-delà de tout, ce n'est pas comme si cette armée-là débarquait dans nos pays à notre insu. C'est de cela qu'il s'agit. Mais celui-là qui a fait son travail vient pour dire non, il n'en est rien. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas exploiter ma production à des fins propagandistes. Et pourtant, des enfants du Bénin, enfin, des prétendus enfants du Bénin, parce que j'estime pour ma part qu'un réel enfant de ce pays, fier de son histoire, ne peut s'en prendre à ce pays-là parce que il y a quand même je vais pas dire une malédiction, une bénédiction qui couvre le Bénin sur tout enfant de ce pays qui lèvera justement un bras oppresseur ou un bras de guerre
contre ce peuple. Et c'est là où je suis totalement gêné par l'attitude donc d'un certain nombre de citoyens ou de concitoyens qui, en quelque sorte, apportent leur caution à ces commérages-là. Non, le peuple béninois, au-delà des questions que nous avons pu observer dans la vague donc du putsch nigérien et qui relèvent de la souveraineté régionale, eh bien, n'aurait aucun intérêt quand même à s'en prendre au peuple nigérien. Sortez, allez à Bego, ils sont plein là. Avant-hier, c'est le Nigérien qui m'a ciré ma chaussure. Puisque vous parlez de sources... Ils sont en train de passer dans nos ventes, dans nos maisons pour acheter le ferraille tous les jours. De la même façon, nous avons des parents qui maçons, qui ferrailleurs, qui travaillent au Niger aujourd'hui. Donc, c'est vide. C'est tellement vide que c'est révoltant que quelques individus, du fait de leur intérêt, parce qu'ils ne trouvaient donc plus certainement leur intérêt avec les dirigeants qui étaient au pouvoir, et qui, je ne dis pas, sont des exemples, mais qui sont quand même là sur la base des lois que nous nous sommes données et ont ouvert et doivent pouvoir ouvrir des possibilités pour eux autres même de s'exercer à la chose, si ils sont pour autant intéressés par la chose politique. Donc c'est tout à fait grave. Ça me rappelle un peu, je pense, c'est le président Martin Kofi Nango, président de l'Assemblée nationale, qui disait, s'il y a des fonctionnaires parlementaires qui ont envie de devenir députés et de faire du syndicalisme parlementaire en se revêtant justement donc de touches de députés, il faut qu'ils se retrouvent dans les partis politiques et qu'ils aillent aux élections. Donc c'est ça qui a échappé justement à la junte militaire. Et aujourd'hui, comme ils n'ont rien prévu, ils sont sur place et pensent que c'est en s'en prenant au Bénin qu'ils vont s'en sortir. Non, on ne s'en prend pas au Bénin. En tout cas, moi, mon pays, on ne s'en prend pas à ce pays-là parce que ce pays a une âme. Ce pays a une âme. Nous pouvons nous chamailler à l'intérieur. On finit toujours par s'entendre. Mais si ça vient de l'extérieur, eh bien, ça échoue et ça échouera toujours. Charles Renvoi, Fidèle Vaudounon parlait de sources tout à l'heure qui affirment qu'il y aurait cette base militaire française au Bénin. Mais il y a cette analyse de la situation que la RTN, c'est une télévision du Sahel, qui fait allusion à la conférence de presse conjointe animée par les militaires français et les militaires béninois. Et selon les chefs de l'armée française, il n'y a pas une base militaire française permanente au Bénin. On a insisté sur le mot permanent. Mais bon, selon les autorités béninoises, il n'y a pas de base militaire. Alors on se demande la vérité où, lorsqu'on sait que les Français ont leur stratégie et quand on dit la base n'est pas permanente, il y a toujours à fouiller. Je pense que nous avons plusieurs fois évoqué cette question-là ici. Et nous l'avons dit plusieurs fois également que les autorités nigériennes sont conscientes de ce qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Vous savez, le porte-parole du gouvernement a dit que la base militaire, une base militaire n'est pas une aiguille, ce qui est connu. Mais une base militaire, il faut des appareils, il faut des machines, il faut au moins un aérodrome. Vous voyez, mais c'est des choses qui sont quand même bien connues. Si la base n'est pas permanente, bon, on n'a pas besoin de tout installer, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut s'en tenir aux autorités qui nous dirigent. Parce que je ne conçois pas qu'un pays, parce que nous avons des difficultés, nous avons des problèmes à régler avec eux, ils inventent des informations qui nous envoient. C'est pourquoi je demandais, est-ce qu'avant que les militaires reviennent au pouvoir, il y avait un problème, il y avait un différend entre le Bénin et le Niger? Ok. À supposer même qu'il y a base militaire au Bénin, à quel moment cette base-là s'est installée? C'est après que les putschistes ont pris le pouvoir au Niger ou bien c'est avant cela? Et pour quel intérêt? Donc, je pense que c'est des informations qui sont inventées juste parce qu'on veut garder une position tranchée contre un pays. On a même demandé à ces autorités-là de venir visiter. C'est le moins qu'on puisse demander à quelqu'un qui n'est pas disposé à vous croire. On leur a demandé de venir visiter. Et quand ils sont montés au créneau, une fois, j'ai suivi le ministre nigérien qui a même cité des villes au Bénin, qu'il y a des bases militaires dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. Et là, j'ai suspecté une main béninoise. Parce que j'estime pour ma part, il y a des noms qu'il a je dis, celui-là, il n'est jamais venu certainement au Bénin. Et même s'il venait au Bénin, connaître ces noms-là, j'estime pour ma part qu'il y a des citoyens béninois qui ont peut-être agi, qui ont peut-être parlé à ces autorités-là. Et c'est ça qui est dommage. Dans quel intérêt? Eh bien, vous voyez, il y en a qui cherchent à être victimes. Il y en a qui profitent même de tout pour se faire de l'argent. Il n'est pas exclu que des citoyens béninois prennent contact avec ces autorités-là et leur disent
oui, c'est vrai, continuer, dire ceci, juste parce qu'on veut avoir de la pitance, juste parce qu'on veut avoir de l'argent. Voyez, qu'est-ce qui prouve que les Béninois, effectivement, il n'y a pas des autorités, il y a sinon des citoyens béninois qui alimentent même, je dirais, cette crise-là entre les deux pays. Il faut vérifier. Voyez, donc c'est en ça que je demande si parfois ceux-là, la fibre patriotique là, continue quand même encore de vibrer dans leur sang. Parce que on dit chez nous que même si on te tape en ville là, il faudrait que tu reviennes chez toi. Mais si tu vends ta maison, tu vends ton pays, je ne sais pas si en quittant le Bénin, parce que en temps le Bénin est détruit, si c'est au Niger qu'on sera à l'aise. Je ne pense pas. Et si le Niger était un pays aussi paisible, aussi stable que ça, les militaires ne seront pas au pouvoir là. Donc je pense que il y a deux choses qu'il ne faut pas comparer. Nous avons nos problèmes effectivement au Bénin, mais ça ne nous amène pas à vendre notre pays, sinon à détruire l'image de notre pays de cette manière-là. Non. Donc, vous allez observer que, hormis ceux-là qui sont peut-être des opportunistes, toutes les autorités qui sont intervenues, au-delà de tout, arrivent quand même à reconnaître que, mais le Bénin reste le Bénin. On ne peut pas livrer notre pays parce que on nous accuse de ceci. Non. J'ai suivi l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Maître Robert Dossou. Voilà. Vous avez suivi également. D'aucuns pensaient que oui, il allait peut-être accuser la position du chef de l'État, mais tel n'a pas été le cas. Donc, au-delà de tout, le Bénin reste le Bénin. On ne peut pas, au nom de ce que... mais nous, on n'est pas fait pour que chaque fois que soit celui-là qui respecte tout, ou bien qui se met qui sert de ses pieds aux autres, non. Donc, je pense que c'est une question de gouvernance, c'est une question de moralité entre les deux pays. Les deux doivent s'entendre pour le... On a besoin du Niger, le Niger a aussi besoin de nous. C'est à croire que quand les gens prennent les décisions, tout ça, ou bien quand ils restent tendus sur leur position, c'est à croire que le Bénin a tellement besoin du Niger où, quand ils prennent ces décisions-là, nous on ne peut plus vivre. Mais c'est faux. Ce sont les deux pays qui ont besoin c'est-à-dire l'un de l'autre, c'est comme ça. Si s'inscrit dans cette logique-là, on va faire souffrir la population. Et mieux, ceux-là qui ont pris le pouvoir là-bas, c'est pas que je m'injecte dans leurs histoires. Les problèmes, sinon, l'ambiance qu'ils entretiennent avec un pays comme le Bénin, là, est-ce que vous pensez que ça leur permet d'apporter le bien-être qu'ils veulent là, apporter au peuple nigérien? Non. En réalité, ça ne permet pas de travailler, ça ne permet pas d'être à l'aise et de trouver les solutions aux problèmes des Nigériens. Parce que là, maintenant, chaque jour que Dieu fait, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire, à comment, quelle est la réaction que nous avons entendue du côté du Bénin, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la réplique. Mais quand vous pensez à tout ça, à quel moment vous allez régler les problèmes des Nigériens? Donc en réalité, il y a des gens qui sont venus au pouvoir, entre griffes, ont tenté de dire que on va faire le bonheur de la population, mais visiblement ils ne sont pas disposés à faire le bonheur. Depuis que ça a commencé là, qu'est-ce qu'on fait de façon concrète aux citoyens nigériens? Absolument rien. On rationalise les salaires. On ne peut pas être dans une crise comme ça là et produire quelque chose de bon citoyen. Non, vous ne voyez pas les documents officiels circuler sur les réseaux sociaux? Vous aussi, cher ami. On vous dira que ce sont les choses des réseaux sociaux. Non, je pense qu'il faut être sérieux. Si vraiment on est décidé, on est venu au pouvoir pour faire le bonheur d'un peuple là, c'est d'abord eux qui doivent courir à ces choses-là pour apaiser ces tensions-là et évoluer normalement, travailler pour le peuple nigérien pour qu'il y ait la paix au Niger. Je préfère rester avec vous, Charles Rombo, à moins que Fidèle Vaudron a une chose à ajouter sur le sujet. Bon, pas grand-chose. C'est dire que vous avez pu lire dans la presse quand même aujourd'hui pour savoir quelle est la destination du pétrole nigérien. Oui, pour précision, c'est une autre société chinoise qui se situe en France, pas pour les Français. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé. Et les enfants nous suivent. Il faut qu'on puisse leur donner les notions élémentaires sur ce qui est de la coopération déjà entre nous ici, ce qui est de la coopération entre deux pays et ce qui est de la coopération internationale. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller nous sommes en plein dans l'universalité, où les nationalités vont finir totalement par s'effriter, par se dissoudre dans la masse. Vous parlez de société chinoise. Qu'est-ce qui vous permet de parler de société chinoise? Peut-être parce que la société a été créée en Chine. Qu'est-ce que vous pouvez parler de société de droit français? Parce que la société a été créée en France. Et vous pensez que les Chinois ne créent pas de société en France? Vous pensez que les Chinois n'ont pas de société au Bénin? Vous pensez que les Français n'ont pas de société en Chine? La délocalisation, vous n'en avez pas entendu parler. Donc, à la fin, on se demande, qui combattez-vous, chers pouchistes? Vous combattez qui? Vous pensez que
en envoyant du brut en France, ça allait être transformé exclusivement par les Chinois, et les Chinois sont les seuls à en bénéficier. Rien que le fait que ça rentre dans la France, là même, là, vous ne savez pas que c'est des devises pour la France. Je pense qu'il y a un problème de maturité. Il y a un problème de maturité qui se pose à ces militaires, je m'excuse du peu, et qui doivent pouvoir donc aller à l'école pour comprendre bien le fonctionnement de la géopolitique internationale, le fonctionnement aujourd'hui de la coopération internationale, pour savoir véritablement comment ils se positionnent et comment ils négocient leurs affaires avec la Russie ou avec les nouveaux partenaires qu'ils se désignent, et nous laisser en paix au Bénin. Nous avons mieux à faire ici. Nous sommes en train de serrer les ceintures ici pour avoir quand même le maximum avec notre président, et nous n'avons pas besoin qu'on en rajoute à notre stress quotidien avec des histoires de mercenaires par-ci ou par-là. Nous avons aussi nos soucis avec les djihadistes que nous gérons, que notre armée gère avec des moyens qu'on a pu quand même mettre à leur disposition sans forcément recourir à un putsch. Et je pense que c'est de ces leçons-là que ces militaires nigériens ont besoin, et qu'ils arrêtent les accusations fallacieuses. C'est ce que je voudrais dire pour finir sur la question, cher ami Edouard. Merci à vous, Fidèle Vaudounon. Nous allons poursuivre avec cette autre question de sécurité, plus précisément de sécurité alimentaire contre les boissons alcoolisées en sachet. Là, nous sommes à la une de Nord-Sud Quotidien. La guerre déclenchée dans l'Atakora. Cette question vous intéresse, Charles Renvaux? Je pense que la consommation de l'alcool, une décision du genre, l'alcool conservé dans du sachet, une décision du genre, je pense qu'il faut la saluer. Parce que, d'abord, qu'est-ce qui a fait que les gens, ils ont trouvé l'idée de réduire le produit et de mettre ça en sachet? C'est pour permettre aux petits consommateurs d'en prendre. Parce que quand on prend, je ne fais pas de la publicité. Vous pouvez prêter à confusion quand vous dites petits consommateurs. Aux petits enfants d'en consommer. Voilà. C'est le parce danger, qu'il y a des élèves qui en consomment également. Puisque c'est des produits qui circulent les rues, qui sont exposés partout. Et avec, je crois, 100 francs, 125 francs, les gens en prennent. Vous voyez? Mais les conséquences, c'est quoi? C'est la santé. Nous, on a perdu un frère récemment, on nous parle de cirrhose de foie. Et quand on parle de cirrhose de foie, c'est que le foie est détruit par l'alcool. À 36 ans. Vous voyez, ça veut dire que ce monsieur, s'il n'y a pas autre cause, il consomme de l'alcool il y a un moment. Vous voyez. Donc, prendre une décision comme ça, je pense qu'il faut la saluer. Mais je vais loin en disant que, de mon point de vue, on est allé un peu trop vite. Parce que je pense qu'il faut d'abord sensibiliser la population sur les dangers de la consommation de l'alcool. C'est vrai qu'on en parle. Mais c'est uniquement nous, médias, qui parfois invitons les agents de santé pour dire, si le gouvernement organise par exemple une campagne de sensibilisation et surtout d'explication à la population pour leur montrer le danger de la consommation de ces boissons-là, je pense que le message va mieux passer. Parce que ces produits-là quittent où? Le Nigeria, qui pratiquement a dit on n'a pratiquement pas de frontières. Je me demande comment est-ce qu'on peut arriver à contrer ça. Parce que par tous les moyens, ça peut venir au Bénin. Alors, vous allez observer que sur le marché, il y a des boutiques dans lesquelles vous ne découvrez plus. Mais les gens en ont. Les gens ont caché ça. Et quand vous êtes spécialisé, c'est-à-dire vous êtes client fidèle, vous allez, on vous sait. Ça veut dire que le mal est toujours là. Mais si on sensibilise les gens à leur dire que la consommation de ce produit-là, voilà un peu le danger qui vous guette là. Je pense que lui-même, citoyen, bien individu, consommateur, va mieux prendre conscience de la chose. Parce que, moi j'ai connu des gens déjà, des hommes quand même, qui ont perdu la sexualité à cause de cette affaire-là. Donc quand vous rentrez dans le monde des étudiants, mais ça dit, ça parle beaucoup. Ils ont tellement de noms, et mieux, c'est pas uniquement les boissons de sachet. Les babas, on a parlé des Nigériens ici par exemple. Il y a leurs produits là qu'ils font mélange dans les rues partout. Mais il paraît que c'est aussi, ça expose également le consommateur au danger. Et le phénomène de fin para aussi là. Fin para. Voilà. Donc, ils ont des comprimés bizarres là, qui accompagnent tout ça. Ils consomment tous les jours. Et vous voyez des gens en ville qui sont totalement tendus. Des gens qui ont toujours les yeux rouges parce qu'on ne veut pas dormir, on ne veut pas se reposer, on veut travailler tout le temps. Et parfois, ces produits-là ont des conséquences sur leur santé. Je pense que c'est un acte du gouvernement qu'il faut saluer, mais il faut aller plus loin
pour que la population puisse comprendre que, mais en réalité, il s'agit de leur santé. Il ne s'agit pas, parce que vous allez voir que ça crée surtout des informations énormes. Que c'est l'État lui-même qui veut vendre désormais. On a toujours eu le cas, c'est lui qui veut vendre désormais. Parce que lui, il veut tout vendre désormais au Bénin. Donc, cette mentalité-là, si on n'arrive pas à nous enlever cela, mais nous allons nous tuer bêtement. Et mieux encore, quand nous mourons aujourd'hui, les gens meurent 36 ans, 40 ans, mais il faut nous demander, mais qu'est-ce qui nous tue comme ça? Comment nous nous comportons comme de cette manière-là? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, je pense que c'est une décision saluée, mais on peut encore aller loin. Fidèle Vaudounan, aller loin, comme disait Charles, c'est sensibiliser. Est-ce que cela ne manque pas vraiment lorsqu'on sait que pour la plupart de ceux qui prennent ces boissons, c'est pour être endurant dans la journée? Endurant par rapport à quoi? J'ai dit dans la journée. Dans la journée par rapport à quoi? Au travail. Au travail. Il veut soulever la statue de Tofa ou bien quoi? Non, nous allons être un peu plus sérieux sur la question pour dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même une réglementation. Il y a une loi qui interdit l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin. Et je salue au passage les ONG sans pour autant citer qui font des efforts justement pour gérer cette transition en faisant la promotion des emballages biodégradables. Donc cela dit, je pense qu'au-delà de la décision d'interdiction justement de la commercialisation, de la consommation de ces produits alcoolisés en sachet, il y a déjà que c'est déjà interdit de fait. D'accord? S'il y a une loi qui interdit l'importation, la commercialisation, l'utilisation des sachets plastiques, je pense que tout ce qui est dans le sachet là, c'est déjà interdit de fait. Moi, personnellement, et ça, c'est pas pour faire de la publicité pour ceux qui en font la promotion, je ne bois pas pure water. Quand moi j'arrive quelque part, même chez la petite vendeuse au bord de la voie, puisque je mange aussi là parfois, eh bien, je demande où est le petit plastique dans lequel on a mis de l'eau de puits là. Parce que dans notre imaginaire collectif, on nous a déjà dit personne ne lave l'eau, a priori. C'est l'eau même qui se lave. Quand nous sommes nous autres dans cet esprit-là, eh bien c'est cette eau-là que tout le monde boit là, que moi je bois. Est-ce que vous mangez comme? Ah ben, à une époque, j'avais même carrément des cartes de fidélité dans certains lieux stratégiques de vente de com à Porte-Novo, et en l'occurrence à Kati, au bord de la voie quelque part là entre-temps, et tout. Ben, je n'en mange plus régulièrement maintenant, c'est seulement quand j'en rencontre. J'évite aujourd'hui parce que même ils y mettent trop de cubes dans... Non, c'est toujours en sachet, c'est ce que vous voulez dire. Je ne prends pas quand c'est en sachet. Ils sont toujours en sachet. Moi, je ne prends pas quand c'est en sachet, c'est pourquoi je n'en mange pas quand on n'est pas dans la saison donc du maïs. Ce que nous ne savons pas, et ça, je sors un peu du cadre. La feuille de maïs qu'on utilise là pour emballer le côme là, mais ce n'est pas anodin. Nos parents ne sont pas bêtes en réalité. Ce n'est pas anodin, il y a quelque chose dedans. Rien que pour l'autre maladie dont on parle souvent maintenant, la prostate. Oui. La prostate par exemple. Mais il y a des éléments essentiels qu'on utilise sur cette feuille là pour guérir la prostate. Et quand donc déjà on utilise ça comme emballage, c'est comme pour notre akassa par exemple, il y a des feuilles. La feuille de banane. Le tongloma, la feuille de banane, la flé. Mais ces feuilles-là ont des vertus thérapeutiques. Donc nos parents ne sont pas cons, ils ont la science en réalité. C'est nous qui nous leur en parlant français. Et donc, il faut forcément que nous comprenions que les décisions qui sont prises, quoique difficiles, sont prises dans notre intérêt à nous tous, parce que il faut que nous soyons debout pour construire ce pays-là. Donc, je ne veux même pas revenir sur la question de l'alcool. L'alcool n'a jamais construit quelqu'un. L'alcool n'a jamais fait le bonheur de qui que ce soit. Qu'il soit bon ou mauvais, tout se fait dans la mesure. Maintenant encore que c'est en sachet, avec tous les dangers que cela contient, les conditions de conservation et tout. Même le Nigeria qui nous envoie ça ici, là. Le Nigeria interdit l'usage de sachets là-bas. Mais eux produisent les sachets, nous envoient. Et maintenant, ils mettent encore de l'alcool. Et quelle qualité d'alcool dans ce sachet pour nous envoyer ça? Non, le gouvernement n'a pas de sensibilisation à faire. Il faut interdire ça, il faut même réprimer ça pour que nous puissions être contraints de rester en vie pour participer au développement de notre pays. Je suis désolé de le dire de cette façon-là, mais il faut bien aller à ces extrêmes parfois pour, comme disait l'autre peut-être un peu plus maladroitement, faire le bonheur du citoyen malgré lui. Parce que l'enjeu, ce n'est pas lui, l'enjeu c'est le pays, et le pays a besoin donc de lui, pour peu que nous sommes convaincus que nous sommes dans la bonne voie. Cette répression, on la souhaite vivement parce que c'est une question de santé. Le temps est malheureusement parti, mais on va faire
rapidement un tour de table sur cette question-là. Cette répression, on la souhaite parce que c'est une question de santé, mais on voit les autorités qui croisent les bras comme si ils ont un intérêt à ce que les gens meurent des conséquences du sachet. C'est ça, en fait, qui du sachet plastique. Crée le doute sur les interventions, sur la position, sur les décisions prises surtout par le gouvernement. C'est vrai, c'est bien que Fidèle parle de cette loi-là qui interdit l'usage, la vente, la commercialisation du sachet chez nous. Vous savez que cette loi-là a été votée à l'Assemblée nationale. Et on a pris une décision dans le temps. On a même donné un délai pour les vendeurs, les marchands, tout ça là, de livrer. Mais dites-moi au Bénin, est-ce que vous avez jamais appris qu'on a arrêté une personne parce qu'il est commerçant de sachets? Moi, personnellement, j'ai fait un travail dans le temps. Et je suis allé vers le directeur départemental du cadre de vie. Nous avons sillonné des villes, même des marchés, dont Wando en ce moment-là. Et ils nous ont dit que dans le temps, ils sont dans une sensibilisation, histoire de demander aux grossistes de libérer leur cargaison, sinon leur stock, pour qu'on ne parle pas de mévente, tout ça là. Mais quand on a fait cette période-là, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a jamais eu une répression liée à cela. Mais c'est ça qui inquiète. Et vous allez vous demander, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce que ce sont les autorités elles-mêmes qui alimentent peut-être le marché de vente du sachet? On ne sait pas. Toujours est-il que le sachet continue d'être utilisé sur les lieux de cérémonie, dans les marchés, dans les écoles et partout. Donc le mal est toujours là. Mieux, la consommation de l'alcool. On l'a dit, qu'on ne s'arrête pas uniquement au niveau du sachet, de l'alcool dans le sachet. Même le sorabe qui est préparé chez nous, vous savez que désormais il y a des pratiques qui font que les gens ne préparent plus du sorabe avec le vin de palme. Et ça également, ça expose le consommateur au risque, au danger, tout ça là. Vous voyez, les sucreries, allez juste au marché de Wando là, il y a un peu de tout, des colorants. Il y a un peu de tout qui se passe, c'est-à-dire que les gens vendent et qui expose la santé du consommateur. La synthèse de sucre, il y a quelques gouttes dans la bassine et toutes les sucreries. Les amis, les consommateurs qui aiment prendre du thé dans les rues, ils n'ont qu'à vraiment faire attention. Pas plus tard qu'hier, moi j'ai découvert un produit, on met ça dans l'eau, c'est tellement sucré. C'est tellement sucré que, si bien que, quand vous servez ça avec du thé, vous pensez que c'est du lait, mais en réalité, ce n'est pas du lait. Encore que le lait, avec tout ce qu'on nous dit là aussi. Donc, il faut faire attention avec ce que nous mangeons dans les rues. Il y a tellement de produits sur le marché qui affectent dangereusement notre santé. Fidèle Vaudounon, la même question à vous. Qu'est-ce qui empêche la répression jusqu'ici? Vous savez, la répression n'est pas facile au Bénin. Vous en savez quelque chose. Mais on a fait la répression des castes. Tout le monde a commencé par porter castes et tout. Nous sommes en plein dedans. On voudrait aller étape par étape. On voudrait qu'on... Il y a des questions plus utiles, plus urgentes que d'autres. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas dans l'intelligence du gouvernement. Et je ne sais pas comment ça s'organise. Mais ce que je sais est qu'avec ce gouvernement, eh bien, c'est toujours planifié. Et ça finit toujours par nous arriver, même si nous sommes surpris, alors même qu'on ne doit pas être surpris. Je crois que cette loi dont je parlais... Il n'a qu'à vite faire parce qu'on est à moins de 2 ans. Je crois que cette loi dont nous parlons date de 2017, si je ne m'abuse. Cette loi sur la lutte contre l'importation, la commercialisation des sachets plastiques, par exemple. Donc, a priori, eh bien, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça le problème. Maintenant, la vulgarisation et tout ça dont vous parlez, les gens le font. Il y a des initiatives même à des niveaux bien donnés. On veut la répression même. Donc, quand arrivera la répression, je guetterai vous, Charles-Édouard Yansounou, pour voir quelle serait votre impression sur la manière, le comment, du pourquoi de la répression. Mais je voudrais bien croire que le gouvernement a son agenda là-dessus. Mais déjà, nous, citoyens, nous devons pouvoir nous préserver notre vie, préserver la vie surtout des générations futures. Parce que nous avons cette tendance égoïste à croire que nous faisons tout pour nous ici, là et maintenant. Non. Si ceux qui étaient là avant nous ont fait ainsi, on n'aurait pas pu bénéficier de certaines choses. Alors nous devons faire en sorte de laisser aussi quelque chose à la génération qui vient. C'est très important puisque cette génération ne nous est pas étrangère. Il s'agit de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc c'est important. Le sachet plastique tue. Et ne tue pas que le sol, ne tue pas que l'écosystème, ça tue l'homme, ça stérile nos femmes. Donc, il est question que nous en prenions conscience sans attendre forcément la répression. Merci à vous, Fidèle Vaudounon. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal L'Express. Avec vous dans ce studio pour cette deuxième partie de Que dit la presse, nous avons reçu